Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, au Nigeria, une association chrétienne conteste le récit de l'armée concernant la libération de 31 otages, affirmant que les victimes restent toujours captives. Les échanges de tirs se poursuivent entre l'Iran et Israël dans un climat de forte tension, tandis que des menaces américaines accentuent la crise autour du détroit d'Ormuz. Et puis, une frappe russe sur le port d'Odessa a fait 3 morts, dont un enfant, et plusieurs blessés selon les autorités. Après le chauffeur, c'est le sentier. Oui, c'est ça, Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir. Démarrons par cette actualité. Au Nigeria, une attaque d'église continue de susciter de nombreuses réactions. Plusieurs versions s'opposent autour du sort des victimes dans un contexte déjà marqué par l'insécurité dans certaines régions du pays. À Kaduna, une association chrétienne en dément la version de l'armée selon laquelle 31 otages auraient été libérés, affirmant que les victimes restent toujours captives. Reportage à suivre. Au Nigeria, une vive controverse oppose l'armée à la communauté chrétienne après l'attaque d'une église dans l'état de Kaduna, au nord du pays. Dimanche, l'armée nigériane avait affirmé avoir libéré 31 personnes enlevées par des hommes armés lors de l'assaut contre un lieu de culte dans le village d'Ariko, faisant également état de 5 morts. Mais cette version a été fermement contestée par la Christian Association of Nigeria. Son représentant pour le Nord, le révérend John Joseph Hayab, assure qu'aucun otage n'a à ce jour été secouru. Selon lui, les victimes sont toujours entre les mains des assaillants. Sur place, les habitants confirment ce démenti. Des responsables locaux évoquent un bilan plus lourd, avec 7 morts, et affirment que les funérailles se sont tenues lundi sans qu'aucune libération n'ait eu lieu. Cette divergence relance les critiques sur la communication des autorités sécuritaires, déjà contestées lors de précédents enlèvements dans le pays, sur fond de tensions persistantes autour des violences visant les communautés chrétiennes.
Au Burundi, à présent, plusieurs décennies après les faits, les attentes restent fortes autour de la manifestation de la vérité. L'émotion est toujours palpable 32 ans après la mort du président Cyprien Ntaryamira, sans vérité ni justice établie jusqu'à ce jour. Plus de détails dans cet élément. La gerbe est déposée par le président Ndayishimiye en personne. L'hommage d'un chef d'État à l'un de ses prédécesseurs. 32 ans jour pour jour après la mort de Cyprien Ntaryamira, la place des martyrs de Bujumbura honore sa mémoire, en présence de hauts dignitaires burundais, de son épouse, de sa famille politique et de ceux qui recherchent toujours la vérité. La vérité n'est pas encore faite pour que les responsabilités soient établies et que les coupables soient châtiés conformément à la loi. Encore une fois, nous réclamons que justice soit faite. Du fait qu'il est mort à l'étranger, c'est au niveau de la justice internationale. Mais cette justice internationale ne peut pas s'autosaisir. C'est au niveau du gouvernement du Burundi de saisir cette justice internationale. Cyprien Ntaryamira se trouvait à bord du Falcon 50 du président rwandais Juvenal Habyarimana, abattu par missile le 6 avril 1994 en pleine phase d'atterrissage vers Kigali. Les deux chefs d'État rentrés d'Arusha en Tanzanie, où se tiennent alors des pourparlers de paix. L'attentat sert de déclencheur au génocide des Tutsis au Rwanda. Les massacres commencent dès le lendemain. Le deuil de l'épouse de l'ancien président burundais aussi. Nous l'avons rencontrée chez elle, quelques jours avant les commémorations de la mort de son mari. Je sens toujours la tristesse, et bien sûr, parce qu'on a perdu quelqu'un. Mais en tant que croyante, je sais qu'il est au ciel, qu'il veille sur nous. Et nous avons donc essayé d'accueillir cette situation et savoir vivre avec. Cyprien Ntaryamira, président du Burundi pendant 2 mois seulement, n'aurait jamais dû monter à bord de l'avion de son homologue rwandais. L'appareil de la présidence burundaise était alors en maintenance, un concours de circonstances tragiques. Depuis plus de 30 ans, les théories s'affrontent sur les commanditaires et sa veuve attend toujours que le mystère soit percé. Je ne demande pas spécifiquement au Rwanda, mais disons à la communauté internationale en gros, parce que c'était un attentat, qui a eu lieu au Rwanda, mais avec des implications internationales. Et donc je demande à toute la communauté internationale de tout faire pour que la vérité éclate. Le génocide des Tutsis au Rwanda a fait, selon l'ONU, 1 million de morts en 100 jours. Toujours en Afrique du Nord, la situation énergétique impose des mesures strictes. Les autorités cherchent à faire face à une hausse significative des coûts dans ce secteur. En Égypte, un couvre-feu a été décrété avec la fermeture des commerces dès 21h en semaine et 22h le week-end pendant 1 mois. Suivons plus tôt. On dit du Caire que c'est une ville qui ne dort jamais, mais depuis quelques jours, cette réputation est mise à mal. L'Égypte a imposé un couvre-feu commercial pour faire face à la flambée des prix de l'énergie directement liée à la guerre au Moyen-Orient. La facture mensuelle d'importation d'énergie du pays a plus que doublé en 3 mois pour atteindre 2,5 milliards de dollars. Pour limiter les dégâts, le gouvernement a pris un arrêté d'1 mois. Commerces et cafés doivent fermer à 21h en semaine, 22h le week-end. Cette décision a fait chuter nos ventes de 60%, car nous avions l'habitude de travailler la nuit. Toute l'Égypte travaille la nuit, mais désormais, lorsqu'un client arrive à 21h, nous sommes sur le point de fermer. Les petits commerçants du centre-ville encaissent le coup avec difficulté. En temps normal, locaux comme touristes étrangers représentent une clientèle du soir non négligeable. Tous les secteurs du centre-ville sont en perte de vitesse et la situation de chacun est affectée. L'économie informelle, qui représente les 2/3 des emplois en Égypte, est en première ligne. Les cinémas ont perdu plus de 60% de leurs recettes. La livre égyptienne, elle, a chuté de 15% depuis le début du conflit et l'inflation dépasse les 13%. Pourtant, certains veulent encore rester optimistes. C'est une bonne décision. Les clients vont devoir s'habituer à de nouveaux horaires. Car beaucoup ont l'habitude de sortir le soir, que ce soit pour manger une glace ou aller au cinéma.
Mais après ce changement, ils s'adapteront en s'organisant à l'avance et en faisant leurs achats avant l'heure de fermeture. L'arrêté est prévu pour durer 1 mois, mais dans une ville qui n'a jamais connu de couvre-feu commercial, les habitudes sont difficiles à changer. Au Moyen-Orient, les tensions restent particulièrement vives. Les échanges entre plusieurs acteurs internationaux se poursuivent dans un climat de forte pression. L'Iran et Israël continuent leurs échanges de tirs tandis que Donald Trump menace de détruire l'Iran en une nuit si ses exigences ne sont pas respectées. À l'approche de l'expiration de son ultimatum à l'Iran, Donald Trump se fait de plus en plus menaçant. Le pays tout entier pourrait être anéanti en une seule nuit. Nous avons un plan, grâce à la puissance de notre armée, selon lequel chaque pont en Iran sera anéanti. Et chaque centrale électrique en Iran sera hors service, en flammes, en train d'exploser, et plus jamais utilisable. Je veux dire une démolition complète. Ces installations sont pourtant vitales à la population iranienne, et selon les accords de Genève, qui régissent les lois de la guerre, les biens de caractère civil ne doivent être l'objet ni d'attaques ni de représailles. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. Mais des exceptions sont prévues, notamment si l'emplacement, la destination ou l'utilisation des sites visés apporte une contribution effective à l'action militaire, à la condition que leur destruction totale ou partielle, leur capture ou leur neutralisation offre un avantage militaire précis. Mais pour l'ONU, malgré ces dérogations, il y a un principe de proportionnalité qui ne serait ici pas respecté. Même si certaines infrastructures civiles devaient être considérées comme des objectifs militaires, le droit international humanitaire interdirait tout de même les attaques contre celles-ci si elles risquaient de causer des dommages civils excessifs et collatéraux. L'administration Trump, elle, semble ne pas s'embarrasser de ces nuances. Vous savez ce que c'est un crime de guerre? Posséder une arme nucléaire. Permettre à un pays malade, dirigé par des dirigeants déments, de posséder une arme nucléaire. Ça, c'est un crime de guerre. Dans une interview accordée en janvier dernier, le président des États-Unis avait par ailleurs affirmé ne pas avoir besoin du droit international et se fixer pour seule limite sa propre morale. Dans ce contexte régional, la situation demeure tendue au Liban. Certaines zones restent particulièrement exposées aux opérations militaires. L'armée israélienne continue de pilonner l'est et le sud de Beyrouth après avoir averti plusieurs quartiers. Pour les habitants de la banlieue sud, c'est devenu une habitude. Nouveau panache de fumée dans le ciel de Beyrouth, l'armée israélienne dit avoir visé des cibles terroristes appartenant au Hezbollah. Au sol, les dégâts sont impressionnants. Voitures calcinées, tonnes de béton fissuré. Les bulldozers en auront pour plusieurs jours. Dans le sud du pays, près de la ville côtière de Tyr, même scène de désolation à Borj-Raal. Les frappes israéliennes ont fait ici 3 morts. Le maire craint désormais de ne jamais revoir une partie des habitants. Aujourd'hui, des quartiers entiers de notre village ont été bombardés. Le bilan provisoire est de 15 maisons endommagées qui ne sont plus habitables. Les habitants veulent rentrer chez eux, mais malheureusement, ils ne pourront pas. À l'est de Beyrouth, à Ain Sadeh, cette ville à majorité chrétienne endeuillée dimanche, l'heure est toujours au choc. Des soldats de l'armée ont été déployés. Ici, l'une des victimes appartenait aux forces libanaises, un parti ouvertement anti-Hezbollah. 5 semaines après le début de cette nouvelle guerre ouverte entre le mouvement pro-iranien et l'État hébreu, les autorités libanaises dénombrent 1400 morts, 4500 blessés. En Europe de l'Est, le conflit se poursuit avec de nouvelles attaques. Les zones portuaires restent des cibles stratégiques dans cette guerre. Une frappe russe sur le port d'Odessa a fait 3 morts, dont un enfant et plusieurs blessés, selon les autorités. Plus de détails dans cet élément.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Alors, merci de m'avoir suivi et à très bientôt.